Dans le grand tissu de la vie, tissé par les mains invisibles des ancêtres, chaque naissance est un message, un signe, parfois une énigme. L'Afrique ancestrale ne regardait pas l'enfant simplement comme un fruit biologique, mais comme une manifestation cosmique, un visiteur venu d'ailleurs, porteur de mémoire ou de mission. Mais que se passe-t-il lorsque cet enfant naît différent? Albinos, prématuré, jumeaux, fusionnés, enfants intersexes ou encore nés avec des particularités physiques que la norme sociale ne comprend pas. Dans bien des sociétés traditionnelles, ces enfants ont été regardés avec crainte, respect ou rejet. Est-ce des envoyés de Dieu, des signes d'une colère ancestrale ou bien au contraire, des êtres venus élever la conscience du clan? Aujourd'hui, dans un monde dominé par la rationalité scientifique et le regard extérieur, que reste-t-il des interprétations spirituelles et symboliques de ces naissances? Comment les matriarches, gardiennes du mystère de la vie, lisaient-elles ces signes? Et surtout, quelle place ces enfants occupaient dans la société? Pour en parler, madame, messieurs, chers téléspectateurs, nous recevons une voix rare, profonde et enracinée, Nangonjoy, matriarche initiée, détentrice de la science du Mvungu, pour éclairer ces questions avec la sagesse des mères. Elle a pris un petit temps pour une retraite, comme il en est, n'est-ce pas, de la plupart des initiés. Elle est de retour en grande pompe sur les antennes de Kemet et Télévision, et ce, dans l'émission Sagesse Kamit, une fois de plus. Je l'accueille avec beaucoup de joie et même des bénédictions de nos ancêtres. Meyega Beo. Meyega. Mbekiri. Mbekiri à tous les téléspectateurs, Mbekiri à tous les Kamites, à tous nos enfants qui suivent nos conseils. Mbekiri à tous ceux qui viendront à la reconnaissance ancestrale, dont la recharge avec les ancêtres était utile pour que Kemet TV aille, comme le journaliste Nyamsi dit très bien, elle est partie en retraite. Lui aussi, il était en retraite parce que ça n'est pas rien personne quand tu es Kamit. Exactement. Quand l'année commence, il faut une retraite pour que tu aies une recharge, parce que le conseil d'un enseignant, d'un patriarche, d'une matriarche, il faut que tu consultes régulièrement les ancêtres, ainsi que vous-même, vous serez des matriarches et des patriarches demain. C'est ce que vous allez souvent faire. Donc la retraite ne se dit pas au revoir comme le congé de pensionnaire. Quand on dit au revoir avant d'aller en congé. Et quand on dit au revoir avant d'aller en congé, quand les ancêtres t'appellent, tu peux te lever un matin, même prendre même quelque chose, tu ne prends pas. Tu pars chez les ancêtres, tu manges la nourriture de là-bas et tu fais ta retraite là-bas, tu reviens. Vous saurez aussi ça quand vous serez initié. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile parce que tu t'acquittes de beaucoup de choses dans la vie, tu te prives. Tu fais beaucoup de sacrifices. Comme Yamsi se priver de certains désordres que je ne peux faire, par exemple. Voilà. Exactement. Voilà qu'il est dit, madame, monsieur, chers téléspectateurs, quoi qu'il en soit, matriarche est de retour désormais de nouveau parmi nous. Nous allons préparer justement cette grande reconnexion avec de nombreux téléspectateurs et surtout ceux qui viendront justement à cette reconnexion-là. Alors, matriarche, la thématique que nous avons mise sur la table ce matin est une thématique très complexe, justement. Les enfants qui sont nés hors normes, ils sont porteurs de malédictions ou bien porteurs de messages venus des ancêtres. Parce que nous avons l'habitude de marginaliser beaucoup de ces enfants. Je l'ai cité dans mes propos introductifs. Il y a les albinos, et moi également, j'en ai justement des enfants albinos que tu connais. C'est vrai. Nous avons des enfants qui sont nés aveugles, nous avons des enfants qui sont nés infimes, nous avons des enfants qui sont nés avec deux sexes, par exemple. Tout de suite comme ça, Mathias, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que ces enfants sont porteurs de malédictions
ou bien ils sont porteurs plutôt d'un message qui nous vient des ancêtres? Oui, régulièrement, les gens disent que ces enfants sont porteurs de malédiction. Voilà. Et ils sont écartés de la société, ils sont marginalisés, ils sont rejetés. C'est faux, c'est à tort qu'on fait ça. Même si tu accouches un enfant qui ne marche pas, qui n'a jamais marché dans la vie, qu'il a déjà 15 ans, il ne marche pas, ce n'est pas une raison. C'est une nouvelle que les ancêtres et Dieu t'envoient dans la famille. Et il ne faut pas voir que c'est parce que c'est Nyamsi qui a accouché les albinos, c'est à Nyamsi cette charge-là. Non, vous toutes qui êtes la lignée de cette famille, portez ce fardeau parce que on dit souvent que ça part de père en fils. Alors, c'est toute la famille entière qui doit élever les prières vers les ancêtres que nous savons que nous sommes mauvais, par exemple. Pardonnez-nous pour que ça ne se reproduise pas. Vous vous confessez en arrière, même si vos parents sont déjà morts. Vous questionnez votre aura, même par les rêves, on viendra vous dire comment vous êtes tombé pour arriver là. Ok, d'accord. Mathias, quand un enfant naît différent dans cette société, que dit la tradition? S'il faut prendre les albinos par exemple, moi j'en ai. Dans une émission ici, tu nous as fait savoir qu'à une certaine époque, quand les albinos naissaient, peut-être parce qu'ils ressemblaient aux blancs qui nous ont colonisés, on les jetait dans une fosse. Alors, que dit donc la tradition par rapport à ces enfants-là qui sont nés différents? Par rapport à ces enfants qui sont nés différents, nous, dans la tradition de Muvungu, on questionne les ancêtres pour qu'on nous donne la position de ces enfants, comment on doit les conduire. Parce que n'importe quel handicap que l'enfant a, il a une vie, il connaît la mort, il connaît la survie. Donc, n'importe quel handicap que ces enfants ont, ils connaissent ce qu'on appelle la peur. Tu vois, quand un petit bébé naît, quand tu veux lui jeter, il crie. Il connaît la peur, il sait que s'il tombe à terre, il va se faire mal. Mais seulement, il n'a pas la force d'articuler les mots pour te dire ça. Donc, ces enfants, quand ça arrive dans une famille, ne laissez pas la charge aux parents de ces derniers. Vous toutes posez-vous la question. Allez chez les ancêtres, allez posant la question. Comment on doit faire pour remédier à ce problème? Parce que c'est Nyamsi aujourd'hui, tu ne sais pas que c'est toi demain. C'est ça qu'on dit souvent, couper les liens. Donc si c'est un fardeau, il faut couper le lien. Ne regardez pas seulement que c'est parce que c'est Nyamsi, c'est le problème de Nyamsi là-bas, non. Et ces enfants, régulièrement, moi j'ai observé dans plusieurs familles, un enfant qui était, il ne marchait pas, il n'avait même pas les jambes pour marcher. Sa mère qui s'occupait de lui, et il avait déjà 25 ans, est morte. Pendant le deuil, il s'est levé, il a commencé à faire certains pas. Les gens ont dit que bon, il faut que lui-même, il a commencé petit à petit, mais jusqu'à aujourd'hui, cet enfant vit, il a pris la routine. Et là, ça n'a pas fait une leçon à cette famille. Et que récemment, un membre de cette famille accouche encore un enfant qui était comme ça. Et alors que celui-là marchait déjà, celui-là, il fait déjà le ménage que tu lui dis d'aller te vider la poubelle, il te paye, tu lui payes, il fait le petit travaux et tout. Alors que du vivant de sa maman qui a été abandonnée même par son mari, n'a pas eu ça. Mais c'est justement, c'est le mari qui est parti faire un autre enfant dans sa progéniture qu'il a épousé avec une autre femme. Il a fait, sa progéniture a encore fait un tel enfant. Alors que s'il était resté avec sa femme,
ils supportaient ça, ils allaient voir ces miracles à deux. Donc, puisque l'enfant n'est pas une malédiction, c'est toi qui as une malédiction généalogique. Et on a fait le curement dans cet enfant. Il faut seulement que tu supportes ça et tu effaces ça et tu vas voir le bonheur de cet enfant. Mathias, dans mon cas, par exemple, moi j'ai été pratiquement délaissé. J'ai été rejeté. Moi-même, je me suis posé plusieurs questions. J'ai essayé de faire des recherches au niveau de ma lignée, au niveau de mes ascendants, donc ceux qui sont venus avec moi. Il n'y avait pas d'albinos dans ma famille. Madame également a essayé de faire de son côté. Il n'y avait pas d'albinos. On s'est posé la question de savoir, mais d'où vient des albinos dans notre couple? Or, nous sommes tous des noirs. C'est comme ça qu'après, madame, son petit frère a accouché. L'enfant n'était pas albinos, mais il était roux. Donc les cheveux étaient roux. Et plus tard, un de ses cousins a accouché un albinos. Nous sommes allés de nouveau à l'hôpital. On s'est rendu compte effectivement que elle était prédisposée à faire des albinos parce que lorsque tu regardes même le cou de mon épouse, même maintenant, tu vas voir des petits points. Des petits points. Et c'est le médecin, celui qui est chargé des peaux, là, je ne sais plus comment on l'appelle. Dermatologue. Qui a dit effectivement que ces points-là montrent qu'elle était prédisposée. Peut-être pas elle, c'est un membre de sa famille. Parce qu'on a fait savoir justement au dermatologue que son petit frère a fait un enfant roux et que son cousin a eu à faire un albinos. Après étude de la peau de l'enfant, il nous a fait également savoir que nous avons même la chance parce que c'est la 22e race des albinos. C'est la première fois que je comprenais qu'il y a même des races chez les albinos. Oui. Donc, et la chance que nous avons, madame et moi, c'est que ces races d'albinos, ils sont pratiquement comme des blancs. Oui. Donc, ils n'ont pas de... Leurs yeux ne ressemblent pas aux yeux des albinos. Leurs yeux ne louchent pas. Et puis, ils n'ont pas des traits, comme on voit parfois sur les albinos. J'ai dit au dermatologue, bon, j'aurais préféré plutôt qu'ils naissent noirs. Mais bon, comme il nous a fait savoir que c'est Dieu qui donne les enfants, alors... Et sur le plan académique, ces enfants sont extrêmement intelligents. Parce que ma fille est en Master 2, elle a 22 ans, elle a un Master 2 en biologie médicale. Oui. En Master 2, elle soutient justement dans 2 mois. Et celui qui est, il est en première année à PK Focam, une université panafricaine ici. Donc tous sont brillants, même la dernière. Tous sont brillants parce que moi j'avais peur. Moi-même je me posais la question, puisque je n'avais jamais eu d'albinos, même dans notre famille. Je me posais la question de savoir, est-ce qu'ils vont voir comme nous? Parce que dans l'imagerie populaire, on savait que non, les enfants albinos sont les maudits, ils apportent la malchance dans les familles, et tout, et tout, et tout. D'ailleurs, on les tue souvent pour faire des crimes rituels et tout ça. Ce qui fait que j'avais un peu peur, pour dire la vérité, Mathias, à un certain moment donné, au début, j'avais honte. Mais après, on m'a fait savoir que non, attention, au contraire, ce genre d'enfants, c'est même des bénédictions dans la famille. Donc, j'ai positivé cet état d'esprit-là. Et ça m'a conduit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'en suis fier, vraiment fier de mes enfants. Ce n'est pas que j'ai fait seulement des albinos, j'ai également fait des noirs, j'ai 3 noirs et j'ai 3 albinos. Donc aujourd'hui, j'en suis fier parce qu'ils sont très intelligents et puis fonctionnent comme tous les autres enfants. Non, donc il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas absolument rien. Donc c'est une preuve que parmi les enfants nés hors normes, ils peuvent également apporter des messages, des bénédictions dans la famille. Ils ne sont pas forcément mauvais. Il y a aussi une autre anecdote à propos des enfants albinos. Comme il était dit, parce qu'on a aussi ça dans notre famille, comme il était dit que les albinos à l'époque là, on les tuait. On faisait des rites, ils faisaient des tas de trucs. Alors une femme, Ngomatiei, elle a accouché d'une albinos. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a fui. Elle s'est entendue avec les autres femmes Movungu. Elle a fui. Elle est partie rendre cet enfant noir avec les produits de forêt. Elle est partie rendre cet enfant noir. Quand elle ramène l'enfant au village, mais elle avait disparu, l'enfant a déjà 3 ans et tout. L'enfant a grandi.
avec les yeux bleus. On ne savait pas tellement comment... Mais la peau était noire. La peau était noire. Oui. Alors que au départ, l'enfant est né albinos. Au départ, l'enfant est né albinos. Il y a les traitements qu'on fait quand l'enfant est né albinos. Il y a les traitements qu'on fait. Alors, l'enfant, la fille grandit. Elle était belle. Tout belle. Cette famille a les yeux bleus jusqu'à aujourd'hui. Donc... mais elle est restée noire. Elle est restée noire. Et mais ça n'a pas causé un problème au niveau de sa peau? Non, rien. Là, elle était noire, bronze. D'accord. Donc, aujourd'hui, là, cette famille refait les albinos à nouveau. Alors, si l'histoire ancestrale n'avait pas retenu que Ngoma Tchèi avait été ancré avec son enfant en brousse pendant 3 ans pour revenir, on ne saura jamais. Donc, ça peut aussi se passer dans ton arbre généalogique que ton ancêtre aurait fait un truc comme ça là. Et que maintenant, à la 15e ou à la 20e génération, les albinos reviennent dans la famille. Exactement. Parce que de mon côté, moi, je n'ai que cherché jusqu'à la 6e génération. Voilà. Peut-être longtemps avant, il y avait des albinos, ou bien même du côté de madame, comme je l'ai dit tantôt. Longtemps avant, il y avait les albinos dans les familles, mais on faisait comme ça. Je connais un monsieur qui est un albinos. Il ne s'entend pas avec sa famille. Jusqu'à aujourd'hui, donc je préfère taire la région parce qu'il s'est déplacé de chez lui pour venir me voir. Il a quelque chose avec sa famille qui n'a jamais pardonné. Pourquoi? Parce que ses parents, il est né albinos jumeaux. Il était avec son jumeau, ils avaient déjà 4 ans. Les gens sont venus porter, sa mère et son père ont accepté que on prenne son jumeau pour aller faire les rites. Lui, il est resté parce qu'il était trop serviable, mais son autre jumeau était trop sage. Il fabriquait les petits trucs, mais on l'a pris, on est parti faire les rites et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pardonné. Ses parents, il ne vit même pas avec sa famille. Hein. Il ne vit pas avec sa famille. C'est un monsieur qui a des moyens. Il ne vit pas avec sa famille. Ça ne lui est jamais quitté. Un albinos qui est jumeau, son frère albinos, lui albinos. Vous prenez l'autre, vous allez faire les rites. Il ne les a jamais pardonnés. Il ne les a jamais pardonnés. Le pardon ne passe pas. Donc, en quelque sorte, c'était un dynamisme. Tu vois que l'autre est tellement intellectuel. Hein? Tellement intellectuel. Qui a été, ça dit, mine de rien, on l'a sécurisé un peu partout. Mais son frère ne l'a jamais quitté, spirituellement. Donc, il dit que la première des choses, quand il a grandi, il a compris le spiritisme, l'invocation de chaque jour est que son frère ne le serve pas dans leur rite. Et tu vois, c'est la même chose qu'une mère. Quand tu as pris l'enfant d'une mère ou que tu veux faire les rites sur quelqu'un, par exemple, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Tu veux faire les rites sur l'enfant d'autrui. Si l'enfant crie maman, que cette mère soit à la tombe, sache que ton rite est déjà échoué à l'avance. Oui, parce que la connexion du cordon ombilical est restée dans le ventre de sa mère, même si sa mère est dans la tombe. À partir du moment où il écrit « Maman, ma mère », ton rite est déjà échoué. Alors? C'est pour cela qu'on leur demande de tuer les gens chaque jour pour les rites. Ça ne vaut rien. Franchement, les rites humains ne valent rien. C'est du gâchis. D'accord, Mathias. Donc, il y avait aussi les enfants handicapés qui étaient rejetés. Quand un enfant est handicapé, qu'il est paralysé, il ne marche pas, il reste là à la maison, il est hors des autres enfants et tout. C'est aussi à tort. Parce que la nature les a dotés d'une grande intelligence, les handicapés.
Ils sont là pour vous arbitrer, vous qui marchez. On a le défi aujourd'hui. Un handicapé qui n'a pas les mains, il fait les chants. Il prépare. Il fait tout avec les pieds, il écrit. Il fait tout, plus que toi. Moi, je me suis sentie paresseuse parce que j'ai connu une femme handicapée. On était des amis. Malheureusement, elle est déjà morte. Ses enfants ont voulu l'opérer pour qu'elle marche même avec les béquilles. Et c'est vrai qu'elle est morte. Alors, cette dernière faisait les chants. Les vastes chants. Hein. Donc, elle a une seule main. Elle circule avec les fesses. Elle fait le chant. J'ai compris que moi qui ai mes 4 membres bien portants là, je suis paresseuse. C'est ça. Mathias, maintenant, tu as dit tantôt, ces enfants nés en homme viennent beaucoup plus avec des messages positifs. N'y a-t-il pas aussi des enfants qui naissent comme ça là, mais qui sont une malédiction pour leur famille, par exemple? Non. Je n'ai jamais suivi ça, je n'ai jamais vu ça. Voici comment les gens comprennent que c'est une malédiction. Justement, quand l'enfant ne marche pas, tu te dis que c'est une malédiction. Mais quand un enfant naît quand même et il ne voit pas, on se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'un enfant peut naître aveugle? Ce n'est pas une malédiction, c'est une nouvelle qu'on a donnée à la famille. Il faut décoder, décoder seulement ça pour comprendre quel est le langage de la nature, quel est le langage des ancêtres avec ça, quel est le langage de Dieu. Donc, il faut comprendre ça. Mais matriarche, comment la matriarche que tu es peut-elle reconnaître un enfant spécial? Est-ce que dès qu'un enfant naît, parce qu'à une certaine époque, c'est pas comme les enfants d'aujourd'hui qui sont ils naissent déjà bandits. C'est-à-dire, le jour qu'il est né, commence à ouvrir les yeux comme ça, à te regarder. Nous savons qu'à une certaine époque, l'enfant faisait parfois 2 semaines avant de voir. Ah, avant d'ouvrir les yeux. Avant d'ouvrir les yeux, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui. À ce moment-là, comment pouvais-tu savoir qu'un enfant ne devait pas voir? Ou à travers les pieds, comment savais-tu qu'un enfant à 8 mois, 9 mois ne pourra pas marcher? Comment savais-tu qu'un enfant était spécial? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait pour réparer? Premièrement, est-ce que c'était possible de réparer quand un enfant venait naturellement comme ça là? Oui, il était possible de réparer parce qu'avant, la famille se réunissait. On entre avec cet enfant en brousse. On fait un certain nombre de jours pour demander pardon aux ancêtres, pour leur demander de changer. Il y avait les rites comme ça. On demande pardon, tout le monde, toute la famille se réunit. On demande pardon. Et quand on quitte de là, les ancêtres essuient les médicaments qu'on doit donner à l'enfant et l'enfant change. Et il y a aussi certains handicaps, il ne faut pas oublier ça. Que les méchants, quand ils viennent voir ton enfant qui est né, ils voient que cet enfant a une étoile vivante, beaucoup d'énergie. Tu vas trouver qu'il vient là, il commence à tenir les pieds, les petits pieds, oh, il ressemble à son père. Oh, il tient la main, il ressemble à sa maman. On gâte l'enfant. Il gâte là, toi, tu crois que c'est la joie alors qu'il est en train de gâter. L'autre même, tu peux trouver que l'enfant dort. Il dit qu'il est venu voir l'enfant. Pendant que l'enfant dort là, elle aspire ses énergies. Donc, il est interdit que quand quelqu'un entre à la maison, même si tu refuses de lui donner l'enfant, ne lui dis pas que l'enfant dort. Dis-lui que je ne veux pas qu'on porte l'enfant. Il est encore petit, point. Est-ce qu'il ne va pas mal prendre ça? Non. Il est encore fragile, il est encore petit. C'est tout. On va donc faire comment pour s'en prémunir, puisque nous sommes à Kama. Et à Kama, dès qu'on entend que une voisine a accouché, une soeur, une cousine, une mère, une tante, etc., on se précipite toujours pour y aller.
apporter la nourriture à la mère et pendant qu'on y est porter l'enfant et tout et tout. Comment on va donc empêcher que les gens viennent regarder à la fois la marbre, celle qui a accouché, oui, et l'enfant? Il y a un truc qui se passe maintenant. Le monde a tellement changé avec tous les mœurs. L'enfant est fragile, le petit bébé est fragile. L'enfant, le bébé capte tous les ondes. Tu viens là, tu as un mauvais cœur, va capter. Tu as ceci, va capter. Et les gens qui connaissent ça, font ça à l'enfant. Il y a donc un rite que quand tu es enceinte, tu sais que tu vas accoucher. Prends la canne de jumeaux là, cherche là où, cible là où il y a la canne de jumeaux. Si tu es par exemple comme en France que tu vas accoucher, prends la canne de jumeaux, sèche ça. Tu poses là-bas chez toi. Tu vois, tu poses là-bas, la canne de jumeaux séchée. Tu poses là-bas. Ça, je ne peux pas refuser de donner ce conseil-là. Sèche la canne de jumeaux, tu poses là. Nous, on a la chance ici parce qu'on a le frais. Donc, quand tu accouches, tu prends donc, tu ouvres un peu la canne de jumeaux, tu prends même le séché qui est là-dedans, tu finis de mâcher. Tu parles à ton enfant, tu dis que ça c'est l'arme que je ne veux pas que tous les gens qui vont venir te voir te transmettent les mauvaises ondes. Tu es un enfant de paix, tu es un enfant que la nature et Dieu m'ont donné, les ancêtres. Donc, tu es là pour la mission que la nature t'a donnée, que tu vas exercer dans ce monde aussi longtemps que tu vivras. On ne parle plus les mots de passe aujourd'hui. Ça, c'est dommage. La canne des jumeaux, c'est cette canne-là qui s'apparente à la canne à sucre, mais qui est plutôt acide. Acide, oui. Tu finis de faire le chut. Si ton enfant, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu prends ça, tu poses à l'entrée de la maison. Ça anéantit tous les ondes négatives que quelqu'un pourra apporter. Voire même le poison. Ok. D'accord. Il y a même un initié qui m'a fait savoir que quand on sort souvent avec les petits bébés, soit pour aller à la vaccination, soit pour aller à l'hôpital, il faut éviter, quand tu empruntes le taxi, de t'asseoir au milieu. Parce qu'en t'asseyant au milieu de deux personnes, si parmi les deux, il y a une personne qui est mal intentionnée, il peut sucer l'énergie de l'enfant. Oui. Et même lorsque tu t'assois au bout, il faut que la tête de l'enfant soit vers la portière. Oui. Et que tu couvres l'enfant, le reste du corps avec la serviette. Pour que s'il y a un sorcier dans la voiture qui ne parvienne justement pas à sucer les énergies, ou alors gâter même l'enfant. Gâter l'enfant. Il y a aussi que quand tu sors avec l'enfant, ne pose pas l'enfant à l'épaule. Comme ça là. Parce que lui, les choses que lui voit là-bas derrière toi, tu ne vois pas ça. On peut lui mettre les choses dans la bouche, tu ne vois pas. On peut lui faire n'importe quoi, tu ne vois pas. Il y a des fois, tu peux aussi porter l'enfant, la main est derrière comme ça que tu... Oui, la main pend. La main pend derrière. Quelqu'un peut lui sucer les énergies là-bas. Tu vas te retrouver que ton enfant grandit, il n'a pas l'argent. On a pris tout son argent quand il était encore petit. Mais c'est pas possible. C'est délicat, hein, Mathias. Quand tu accouches maintenant, tu dois être une lionne. Quand tu accouches maintenant, tu dois être une lionne. Parce que quand la lionne accouche... Elle est comme une mère poule qui vient d'éclore. Ouais, la mère poule garde bien ses enfants, ses poussins, plus que l'homme aujourd'hui. Parce que quand tu t'approches de là, il s'ouvre les ailes comme ça. C'est comme ça que les mamans doivent être. On a tous les éléments. Tu as tu cherches. Il y a les choses que quand tu es enceinte, tu dois avoir. Tu marches avec. Oui, tu dois avoir ça. Quand tu vas accoucher ton enfant, tu mets ça là. Personne ne prend rien. Au cas où tu n'as pas, tu demandes à Kemet TV. Même Niamsi va te donner ça. Donc, c'est très important pour sauvegarder tout de suite l'avenir. L'avenir, on a besoin. Il y a déjà, tu vois que les scientifiques ont trouvé quelque chose que maintenant, il y a le monde est en manque des humains.
Ils ont commencé à fabriquer les robots pour consolider la soif des gens qui n'ont pas les hommes dans leur famille. Et remplacer les humains. Et remplacer les humains. Ils ne font pas ça parce qu'ils font mal. Ils font ça parce que c'est un manque. Ils ont trop parlé. Accoucher. Accoucher. Les scientifiques ont parlé accoucher. Oui. Les gens ont refusé d'accoucher parce qu'il faut suivre l'argent, il faut travailler, il faut faire ceci. Maintenant, tu vas te retrouver avec un robot à la maison qui est un baby sister. Il essuie la table, il essuie la marmite, le même torchon vient essuyer les larmes du bébé qui pleure. Hein? Parce qu'il y a un manque d'hommes. Donc, il faut faire attention avec ça. Tu vas te retrouver mariée comme Madame Nyamsi. Hein? Elle a sa coépouse qui a un robot. Non. Hein? Non, ça c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de femme. Mais c'est ça qui va se passer désormais. Ça, c'est chercher la malédiction des ancêtres. Mais tu cherches la malédiction des ancêtres. Il y a déjà des gens qui câblent les robots dans leur bureau pour faire l'amour. Alors qu'ils pouvaient avoir même ces 10 femmes-là. Quand ça ne va pas, ils disent, envoyez-moi l'autre là-bas, avant de continuer le travail, parce qu'elle ne peut pas aller à la maison pour faire les exercices. Hein? Donc, il faut faire attention. Cette malédiction, qu'on parle des enfants handicapés, ça a des grandes nouvelles qui viennent là. Quand tu accouches un enfant handicapé, toute la famille doit s'occuper de cet enfant. Pour que la malédiction la quitte. Mais les gens, beaucoup plus, ce sont les moqueries. Mathias, les enfants maintenant qui naissent sans sexe. J'ai déjà vu ça, Mathias. Et le monde c'est énigmatique et vraiment formidable. J'ai vu un enfant qui n'a pas de sexe. Ni le pénis, ni le vagin. Donc, c'est-à-dire, quand tu écartes les pieds de l'enfant comme ça, c'est fermé. Mathias, est-ce que cet enfant, ce genre d'enfant-là, ce n'est pas aussi la malédiction que l'enfant vient apporter dans la famille? Puisqu'on sait que quand un enfant naît, forcément, il y a une qualification de sexe. Voilà, de sexe. Un sexe lui affecté, soit un sexe masculin, soit un sexe féminin. Bon, ce genre d'enfant, qu'est-ce que ce genre d'enfant peut apporter dans une famille? C'est vrai que dans d'autres cieux, on opère et pour choisir un sexe qu'on va donner à cet enfant-là. Mais naturellement, comme ça, est-ce que ce n'est pas une malédiction? Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est que cette dernière a été victime d'un fait quand l'enfant avait déjà de 4 à 5 mois de grossesse. Elle a été victime de la sorcellerie et on a bloqué ça. Cela veut dire qu'une femme enceinte, quand on dit que la femme enceinte ne doit pas faire certaines choses, tu ne dois pas regarder certaines choses, tu ne dois pas faire ceci. Donc, elle a été victime de ce que elle a vu, elle a vécu dans la sorcellerie. C'est quelqu'un qui lui a ensorcelé pour accoucher un enfant comme ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui font l'amour encore avec plusieurs hommes. Hein? Il y a des femmes de 3 mois, 4 mois, 5 mois de grossesse, mais qui entretiennent encore des rapports avec plusieurs hommes. Et maquillage. Donc, quand tu fais alors comme ça, tu sais que les ondes, l'enfant ramasse quelle onde là-bas, dans le ventre. Mais au-delà du plan, du côté mystique, est-ce que sur le plan scientifique, ça peut aussi s'expliquer que naturellement un enfant naisse comme ça là, et puis cet enfant subit l'opération pour lui affecter un sexe. Un sexe. Au niveau scientifique, on peut l'opérer, mais ça ne peut pas manquer qu'on soigne cet enfant au niveau mystique. Pour l'enlever ça. Mais justement, en parlant de soigner cet enfant du côté mystique, si cet enfant naît déjà comme ça, qu'on constate que l'enfant n'a pas de sexe, est-ce qu'on peut soigner l'enfant mystiquement sans l'opérer jusqu'à ce que l'enfant retrouve un sexe? Est-ce que c'est possible? Quand l'enfant est encore bébé, je veux dire. C'est long. Mais c'est possible quand même? C'est possible, mais c'est long, très long même. Donc la chirurgie a sa place là. Sa chirurgie a sa place, on peut l'opérer quand il a déjà un certain âge. Quand les veines sont déjà mûries.
là, on peut orienter. Mais quand il est encore bébé comme ça, c'est pour cela qu'on dit que la circoncision, pour certaines personnes qui circoncisent les bébés, ce n'est pas bon. Extrêmement dangereux. C'est tellement dangereux parce que l'enfant n'a pas encore tous les veines bien mûres. Donc, c'est mieux de circoncire l'enfant quand il a déjà un certain âge. 12 ans. 12 ans. Comme ça, on te met sur la toiture, tu sautes à terre. Là, on sait que tu es déjà un homme. Mais les enfants qu'on circoncise étant bébé là. Parfois, il y a ceux qui grandissent. On coupe parfois de venin. L'enfant grandit avec le pénis tordu. Tordu, il n'a même pas de... Parfois, l'enfant, quand il est même en érection, le pénis ne monte pas comme ça. C'est-à-dire, c'est plutôt droit comme ça. Parfois, il a même la faiblesse sexuelle quand il commence à entretenir en âge pubère. Ça devient comme son sexe devient comme le beignet. Parce que moi, j'ai connu un enfant comme ça. Son sexe est devenu comme le beignet. Oui. Parce que on l'a circoncisé étant bébé. Laissez les enfants grandir. Non, mais que quand on le circoncis, il sent la douleur de la circoncision. Il ne va pas s'amuser. Effectivement, matriarche. Bon, maintenant, comme tu as dit que les enfants n'apportent pas toujours la malédiction, je vais donc savoir pourquoi à certaines époques, certains enfants étaient cachés et même parfois tués. Mais si ces enfants-là n'apportaient pas la malédiction dans la famille, pourquoi est-ce qu'on les tuait? Ou alors pourquoi est-ce qu'on les cachait? À l'époque, il y avait un règne. Le mauvais règne qui donnait les sacrifices humains. Et le bon règne. C'est pour cela que l'abolition contre certaines lois de la nature en bien n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Donc, ces gens qui, par exemple, tuaient les albinos, eux, c'était dans leur intérêt de faire leur rite. De faire leur rite. Mais, quand un enfant mourait alors, tu retuais encore d'autres enfants qui naissent. Donc, ça ne fait rien. Ce qui fait que certaines personnes, dans certaines familles, ils préféraient que lui-même, il prend son enfant et pas jeter dans la vallée. Dans une falaise. C'est pour ça qu'à l'époque, on se retrouvait avec certains humains qui vivaient en forêt, qui étaient devenus comme des animaux. Parce que c'est les singes qui les adoptaient. Puis, si vous avez vu le film Tarzan, l'histoire de Tarzan n'est pas l'histoire vraie des touristes. C'est une histoire tirée de la réalité. C'est une histoire tirée de la vraie réalité d'Antiquité. Je me rappelle, on appelait ces enfants les enfants singes. Oui. Donc, quand les humains jetaient comme ça, puisque toi, tu vas te dire que il y a un grand, disons, sorcier au village qui utilise ses enfants. Quand tu as déjà accouché ton enfant comme ça, tu dis que je ne donne pas mon sang à ce sorcier-là pour manger. Tu préfères prendre son enfant, aller jeter en brousse. En brousse. Le singe adopte. D'accord. Oui, puisque l'environnement de l'enfant s'adapte au biotope. Voilà, des singes. Des singes. Le singe adopte et quand il grandit, il voit que ses parents biologiques sont les singes, toi l'homme. Et quand il se regarde sa peau, il te regarde, vous n'allez jamais vous entendre. D'accord. Et matriarche, que dit donc des jumeaux collés? Des siamois. Est-ce que c'est un signe de quoi? Oui, la science les appelle les siamois. C'est un signe de quoi dans la spiritualité africaine, notamment toi en tant que matriarche? C'est un signe d'amour. C'est une nouvelle que les hommes doivent s'entendre. C'est tout. C'est un signe de paix. Les siamois sont un signe de paix. Mais ils naissent comment en matriarche? Parce qu'ils sont collés. Sortent-ils ensemble? Le vagin de la femme peut-il permettre que la tête de l'enfant qui est grosse là, que deux têtes comme ça là sortent par le petit vagin là? Parce que comme ils sont toujours collés,
forcément, je me dis hein, qu'à la naissance, il doivent forcément sortir. Il y avait un rite, il y avait une femme, elle était tellement spécialisée pour ça. Mais elle est morte. Elle est morte quand j'avais juste 10 ans. Elle avait une grande spécialité de décoller les siamois, même si c'était comment. Même, bon? Oui. Puisque les grossesses de siamois se détectaient à l'échographie traditionnelle. D'accord. Donc, passer à l'échographie traditionnelle. Mais Mathias, quand on dit même siamois là, ils sont comment? Chacun a son cœur, chacun a ses intestins, son ventre. Le problème, on appelle siamois traditionnellement les enfants collés comme les doigts de banane collés là. Tu achètes un régime de banane, il y a certains doigts qui sont collés. Qui sont collés, oui. Oui, voilà. Donc c'est ça qu'on utilisait. Donc moi, je n'ai pas trop la recette de ça. Ça me fait très mal parce que j'ai grandi trop tard qu'elle était déjà partie. Elle séparait les siamois. Elle séparait les siamois de la tête jusqu'aux pieds. Chacun vivait indépendamment. Oui, justement. Sans conséquences. Sans conséquences. Sans séquelles. Sans séquelles. Ça alors? Sans séquelles. Elle les séparait. Puisque... Chacun a son cœur, matriarche. Moi, oui, il y a les siamois que chacun a son cœur. Son abdomen également. Oui. D'autres sont collés juste au niveau de la peau. Ils sont collés juste au niveau de la peau. D'autres sont aussi collés avec les côtes. Et cette maman-là, on dit qu'elle réussissait. Parce que... Traditionnellement. Oui. Et là, quand j'ai grandi, j'avais déjà 17 ans, que j'ai vu un monsieur qu'on appelait Binam. Il était siamois, donc il avait un côté, il n'avait pas de main, ni la fesse, un léger pied. Donc il marchait, c'est un bâton qui était câblé comme ça. Quand on lui surpasse, donc je demande à la grand-mère pourquoi il est comme ça. C'est là où ma grand-mère me repasse, me dit donc comment. Oui, et que elle est déjà morte. Oui, malheureusement, l'important de l'initiation, elle n'a pas laissé son secret. Mais puisqu'à l'époque, c'était que quand tu es initié, tu es sorcière, tu es sorcier, il faut laisser les choses à la mission. Si tu ne les laisses pas à la mission, tu jettes à l'eau. Ça ne pouvait pas rester avec quelqu'un. On ne pouvait pas. On a beaucoup perdu pour ça. Donc, c'est des trucs que on recherche maintenant que, bon, tu demandes à la famille, par exemple, tu demandes d'aller dans le sanctuaire de cette dernière. Là-bas, tu peux recultiver, mais là, quand toi, tu es, par exemple, moi, j'arrive dans ton village, je demande le sanctuaire de ton arrière-arrière-grand-mère, là où c'était. Deux fois que ça existe, deux fois que ça n'existe plus, ou que j'arrive à cet endroit que vous devez me permettre. Toi, tu vas permettre, tu comprends, mais ton patriarche de ton village ne veut pas le permettre, ton chef ne va pas le permettre, ton... En fait, beaucoup de gens ne vont pas permettre ça. Donc, c'est là la difficulté, la reconnexion. On vit un phénomène aujourd'hui au Cameroun qui est grave. Voilà les sanctuaires qui sont dans l'eau. Il faut faire attention. Hein. Les sanctuaires qui sont dans l'eau, par exemple, ceux qui font le Ngondo, beaucoup de camps même font aussi le passage dans l'eau. Alors, quand la route va passer, on dit qu'il y a un totem qui empêche que la route ne passe. Quelle est la commission de recasement des totems au Cameroun? Rien. Ceux qui font la route vont venir avec les caisses, prendre ce totem, connaître l'histoire d'après le récit du village, que les gens faisaient souvent les rites là dans l'eau, porter ça, aller avec ça en Europe, garder dans les musées. Si c'était un mauvais totem, et tu es ça là devant vous, on enterrait. Mais c'est un bon totem, il part avec ça
chez lui et vous êtes là, vous applaudissez. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Une fois là, moi, là-bas à Kribi, on a failli me taper à Kribi. Je suis partie faire un tour à Kribi. Je suis tombée dans un truc où les Chinois mettaient un totem, Mami Wata dans la caisse. Ils criaient. Je ne sais dit que laisser ça, les gens dans la foule pouvaient seulement me déchirer. La route est passée, ils ont entretenu la route là-dedans. C'est ça qui vous détenait la puissance du village de votre vie. Vos ancêtres ont donné les mots à cela. Vos ancêtres ont donné. Voilà qu'on vous prend votre aura, votre chance, votre vie en otage. C'est en Europe. Et vous allez accuser les francs-maçons. Mais vous êtes perdus. Ils vont revendre ça à la loge de votre pays. Et là, ils vont vous maltraiter. Et vous serez impuissant. Et vous serez impuissant d'agir. Tu vas aller appeler ton grand-père 1000 fois, il ne va jamais te répondre. Ouais. Hein? La preuve en est que aujourd'hui là, tu donnes le nom de ton grand-père à ton enfant. Quand il commence à faire les gestes de grand-père, tu dis que c'est la sorcellerie. Tu veux quoi? Comme par exemple, moi je suis Nango Joy. N'importe qui dans le monde entier, moi je vais vous dire quelque chose. Et ça va t'étonner. Je n'ai pas d'homonyme dans ma famille. Homonyme venant de toi ou homonyme qu'on prend le nom Nango Joy, on ne me donne pas le nom. Oui. Pourquoi matriarche? C'est fait exprès ou alors... Tout le monde a peur que je suis sorcière. Oui. Ça, moi, je dois vous dire, c'est une souffrance. Alors, tu vois qui vient me nommer l'enfant? Hein? Un arabe. Qui fait son enfant et maintenant Gonjoy? Oui. Qui fait son enfant à l'ESM Nord? Prends le nom de Nangonjoy. Mets dedans. Et mon bombo, chaque année, il a dit que... Voilà ce qu'il me dit. Il me dit qu'il a fait des enfants. Quand il a fait 3 enfants, nommant à certaines personnes de la famille, il a trouvé que ce n'était pas très fort. Il a pris son nom. Le nom, il a donné Nangonjoy. Et c'est Ngonjoy qui règne maintenant là-bas. Hein? Félicitations, matriarche. Donc, il faut voir les enfants qu'on accouche là, qu'on accuse qu'ils sont handicapés, on maltraite dans les familles, hein, qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Mais tu as dit que les jumeaux collés là, c'est un signe de quoi, matriarche? C'est un signe d'amour. Amour pour qui? Pour eux ou alors pour la famille? Pour dire à la famille que aimez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit ce genre d'enfants, justement? Ces jumeaux collés là. Ces jumeaux collés là, on ne peut que peut-être les séparer par la chirurgie. Si on ne peut pas les séparer, on les laisse comme ça, on vit avec. Mais entre-temps, tout le monde doit prendre charge dans la famille. Tout le monde doit prendre charge, même si tu n'as pas. Cherche quelque chose, tu peux donner régulièrement. Régulièrement. Une année ne doit pas passer que tu n'as pas donné quelque chose. Parce que c'est les gens que tu vois là. Ce n'est pas eux que tu dois regarder. Regarde le cosmique. Ils sont collés là devant toi. Mais dans le cosmique, ils sont des amis. Ils sont des frères et sœurs. Donc, il ne faut pas regarder que tu as accouché un enfant qui est ceci. Bon, ok, matriarche, est-ce que ces enfants-là nés en homme, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à devenir des guides également dans la société? Par exemple, ceux qui naissent, ils ne parlent pas. Comment vont-ils guider? Par exemple, ceux qui naissent, qui ne voient pas.
comment peuvent-ils guider ceux qui naissent et qui ne marchent pas? Comment peuvent-ils guider? Est-ce que ce genre d'enfants nés hors normes peuvent également devenir des guides plus tard? Oui. Comment, Mathias? Il y a, par exemple, un noir américain qui est né, il n'avait pas les yeux là, comment il s'appelait encore? Le chanteur? Oui. Stevie Wonder? Stevie Wonder. Il n'a pas été un guide dans sa vie. Si. Il y a aussi, je connaissais quelqu'un qui est né aveugle. Mais il connaissait toutes les couleurs. Toi, tu connais les couleurs au toucher. Mais il touchait tes cheveux comme ça, il te dit la couleur. Il touche ton habit, il te dit la couleur. Il a épousé une femme. Parce que la femme était dépassée, il a dit que ça ne sert à rien de trouver un homme qui est avec tous les sens et ce n'est que les yeux qui ne voient pas et que ça développe d'autres sens forcément. Oui, ça développe d'autres sens et ça c'est la nature qui nous montre les preuves que l'humain est utile. Nous avons même un artiste musicien camerounais mondialement connu, Talla André Marie, pour ne pas le nommer, qui est aveugle depuis l'enfance justement. Oui. Mais aujourd'hui, il connaît quand une fille est brune. Voilà. Il connaît quand une fille est noire. Il connaît 10 000, il connaît 5 000, il connaît 1000 francs. C'est l'autre là que tu parlais petit comme ça. Même au niveau des pièces, il connaît avec exactitude. Même ce que tu as gardé que tu n'as pas sorti de ta poche, il te touche comme ça. Il dit que mais tu gardais l'argent là, pourquoi? Hein? C'est d'autres sens qui sont développés. Et aujourd'hui, il a même un conservatoire où il forme des artistes. Voilà. Pourtant, il est aveugle. Pourtant, il est aveugle. Qu'est-ce qu'il manque là? Puisqu'il y a une fille qui disait que pour les aveugles, je m'en fous. Parce que sa famille lui disait que tu ne peux pas te marier d'un aveugle. Il y a un gars qui est aveugle. Elle est tombée amoureuse de ce gars. Et on dit, pourquoi tu as aimé le gars? Il dit, j'aime sa voix. Et pourquoi tu as aimé le gars? C'est parce que sa famille a l'argent. Il dit, non. Moi, il a une vie qui est tranquille. Moi, je n'ai pas de problème. Et si, par exemple, tu veux encore accoucher les enfants aveugles, il dit, tant pis. Puisque lui-même, il a réussi. Étant aveugle, ses enfants vont toujours réussir. Et elle a pris la grossesse avec le gars. Ces gens l'ont fait des problèmes jusqu'à ce qu'elle a déménagé. Elle est partie rester avec le gars. Elle dit, j'ai aimé les gars qui ont les yeux, ils m'ont montré. Je m'en vais chez mon aveugle, je reste là. On va souvent faire l'amour avec la méthode aveugle, c'est bon. Quand une fille dit déjà ça à sa famille, tu vois un peu comment c'est devenu. Mais aujourd'hui, ils ont regretté tous les mots qu'ils ont prononcés contre ces garçons. Parce qu'ils sont tranquilles. Il est un digne beau-fils. Il n'a pas trop d'argent, mais ils sont tranquilles. Jusqu'à aujourd'hui, toute la famille court auprès de lui pour prendre conseil dans certains problèmes de famille. C'est lui qui est devenu leur patriarche sans qu'eux ne le sachent. Un beau-fils aveugle, c'est lui qui leur donne tous les conseils. Hein? Tous les conseils. Pourtant, il ne voit pas. Donc, et pourtant, il ne voit pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est une nouvelle dans la famille. Il ne faut pas les négliger. Ils sont importants. Puisque lui, toi, tu vois les choses qui te traumatisent le cerveau. Lui, il ne voit pas ce qui lui traumatise. Il a plutôt le courage, la hargne d'avancer. Et ça, c'est difficile pour l'homme. Donc, son handicap là, lui donne une force supplémentaire pour avancer dans la vie. Pour avancer dans la vie. Une force que toi, tu n'as pas. Même un handicapé qui ne marche pas des deux pieds, fait cette expérience-là. Pour quelque chose, va lui demander conseil. Tu vas trouver que celui qui est valide et celui de l'handicapé, c'est deux choses. Parce qu'ils connaissent trop les mathématiques. Ils connaissent trop les mathématiques. Il y a des gens qui racontent souvent une certaine histoire qu'un handicapé qui n'avait pas la main, l'autre main était courte. On dit qu'il a volé 50 kilos de riz. Quand ils sont partis au jugement, le juge étant rusé,
Lui, il savait déjà que les handicapés ont des touches. Il a posé la question de savoir comment on pouvait accuser un handicapé comme ça. Comment peut-il porter un sac de riz de 50 kilos? Pourtant, il est handicapé. Donc, on dit, oh, vraiment, vous avez menti, vous allez payer l'amende et tout. Après, comme le sac était posé là à terre, qu'on l'a trouvé un peu, on lui dit, porte ton sac de ripa. Il a fait harap, beaucoup à l'épaule. On a seulement mis en prison. Déposer le sac. Donc, c'est des gens à ne pas sous-estimer. Même s'il est sur un fauteuil roulant, on a vu aussi les gens ici, il est sur un fauteuil roulant qui n'a même pas de pieds, mais il a une femme à la maison. Et il fait de très beaux enfants. Et il fait de très beaux enfants. Cela veut dire qu'il demande seulement un petit accompagnement. C'est des bons maris là-bas. Et les femmes handicapées sont des bonnes femmes. Moi, je connais quelqu'un qui a épousé une femme handicapée. Il a fait des beaux enfants très intellectuels. Et il ne manque de rien. Quand tu trouves la femme là, tu dis, hey, ça, s'il peut préparer. Mais dis donc, elle te fait les menus là. La fête, elle prépare ça toute seule. Ça répond à ma question, matriarche. Donc, même les handicapés peuvent être des guides. Oui. Bon, sauf que la société les marginalise encore beaucoup. Beaucoup, oui. Parce que quand nous regardons même dans nos bureaux, il n'y a pas d'endroit prévu pour des handicapés moteurs, non, par exemple. À l'époque même, c'était grave. Ils sont encore marginalisés. Moi, je vois dans certains services, maintenant, on prend les handicapés, on prend les aveugles. Comme une femme aveugle, je l'avais trouvée dans un ministère. Elle était même secrétaire. Mais secrétaire aveugle, c'est pour travailler quoi, matriarche? Elle avait la machine conçue spécialement. Ah, d'accord. Et elle était rapide. Si c'est un ministère des postes et télécommunications, un truc comme ça. Elle était rapide. J'ai suivi cette femme. J'ai compris que elle était vraiment... Elle avait un plus. Si on pouvait faire ça dans tous les services et dans tous les domaines d'activité, je pense que même ces handicapés-là ne se sentiraient plus marginalisés dans la société, matriarche. Non, on ne doit pas marginaliser. Quand tu fais ta chose, s'il y a un handicapé qui vient, c'est qu'il se sent capable de continuer avec toi. Donc, il est hors de question que tu le marginalises. Ça ne se passe pas comme ça. Même les handicapés qui marchent avec les béquilles, là, je connais certains qui sont de très bons chauffeurs. Hein. Ils conduisent très bien. Oui, ils conduisent très bien. Ils conduisent très bien la voiture. Et ils sont même plus forts. Hein. Moi, j'ai connu un handicapé il a épousé une femme. Ses frères ont commencé à taper sur sa femme. Mais quand il avait arrêté son frère, mais il fallait les gens viennent, même 5 personnes pour l'enlever sur lui. Il avait fait la clé 14. C'était devenu, ses mains étaient devenues le fer. Imagine quelqu'un qui a l'exercice des béquilles chaque jour avec les bâtons. Quand il t'attrape, toi qui as la chair faible. Il est parti à l'hôpital après ça parce qu'il a eu l'éclatement de certains artères. Oui, parce que si on le laissait, il le tuait. Il a fait beaucoup d'enfants avec sa femme. Et les femmes handicapées accouchent beaucoup. Elles accouchent, elles sont fécondes. Est-ce qu'il est possible que, en tant qu'handicapé, homme ou femme, qu'on en accouche un enfant handicapé? Que peut-être si on est aveugle, on accouche un enfant aveugle? C'est difficile. Si tu vois comme ça, c'est que c'est une sorcellerie que quelqu'un fait dans la famille. Ça devient héréditaire. On montre que ça devient héréditaire, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, il ne faut pas marginaliser les handicapés. Il faudrait même qu'on réfléchisse à propos comment aussi, dans un pays, on doit aussi un handicapé doit aussi être député, par exemple. Ils doivent être des députés, ils doivent être des ministres. Oui, mais puisque s'il est handicapé physiquement, il n'est pas handicapé mentalement. Mentalement. Il peut réfléchir et à travers son rendu, il produit. Il produit.
Hein? Moi, je connais quelqu'un qui est nain. Il est pilote à la NASA. Il est nain. Un handicapé. Personne de lui, même les blancs se renseignent auprès de lui. Le petit bout d'homme. Donc, il ne faut pas marginaliser les handicapés, les prendre comme si c'était des gens qui ne devaient pas exister. Des humains à part entière. Les humains à part entière, non. Ok, Mathias, pour cette reprise, on ne va pas te prendre beaucoup de temps. Pour terminer, quel est le message que tu peux adresser à nos mères aujourd'hui? Parce que beaucoup de mamans qui accouchent des handicapés, elles sont frustrées, elles ont honte, n'est-ce pas, de leur propre progéniture et d'elles-mêmes. Elles se posent la question de savoir pourquoi est-ce que d'autres enfants naissent normalement, d'autres femmes accouchent normalement. Quelle est cette malchance qui nous pousse à accoucher, ou alors qui me pousse à accoucher un enfant soit aveugle, un enfant soit albinos, un enfant qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas... Quel est le conseil que toi, matriarche du Movongo, peux donner à ces mères-là? Tout ce que je peux leur dire comme conseil, elles doivent seulement supporter, ne pas regarder ce que les gens peuvent parler, parce que la bouche, si parle tout, on va tout te dire. Mais, oublie ça. Occupe-toi de ton enfant. Tous les gens qui viennent t'aider à t'occuper de ton enfant, tu t'occupes et ne rejette pas ton enfant. Parce que quand tu rejettes ton enfant, c'est là où tu prends donc, ou que tu tues ton enfant parce qu'il est comme ça, c'est là où tu prends donc la malédiction vraie. Par contre, si tu gardes ton enfant, ta progéniture, qui est autre enfant, ou ton avenir ne va pas chômer. Ne va pas chômer de manque d'entretien ou de vivre. Mais si tu pas tuer, c'est ça que tu vas porter toutes les malédictions du monde. Merci infiniment, matriarche, d'être venu. On va certainement se revoir jeudi d'après-demain dans le cadre de... parce que nous sommes mardi et cette émission est enregistrée. Jeudi d'après-demain dans le cadre de Kemet Reconnexion, parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner. Il est possible que ce soit reporté parce que nous avons respecté le délai d'1 mois et on a envoyé une lettre à la sous-préfecture pour autorisation de manifestation. Oui, le sous-préfet m'a convoqué avant-hier. Il m'a fait savoir que tout regroupement en ce moment est susceptible de troubles à l'ordre public compte tenu de l'environnement sociopolitique qui est bien tendu, qui est très tendu. Il a donné une nouvelle date et avec le frère Tot Abonné, toi-même et Sa Majesté Wendomabo et moi-même, on aura l'occasion d'apporter, n'est-ce pas, ces nouvelles informations aux uns et aux autres par rapport justement à la reconnexion 2025. Donc merci matriarche d'être venu. On dit au revoir ambassade, comment c'est tu Meyega? Non, ce n'est pas toujours Meyega. Meyega c'est bonjour. On dit au revoir comment? On dit au revoir Menke. Menke o. Menke. Menke o. Ok, en yabassien, Menke, ça veut dire que je m'en vais. Oui. Je pars. Oui. Au revoir. Et en Betty? En Betty, Make. Ah, Make. Je m'en vais. Une façon mais de comme dire que... nous sommes toujours en Kemet à Kama, je peux leur dire incessamment. Cela veut dire Béba. Ah, Béba. Béba. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ok, merci beaucoup, matriarche. Besba. Et on dit Misoma. Vous dites merci. Merci. Voilà. Misoma Gandak, Besba. On verra si toutes les femmes que tu as initiées, toutes les nains que tu as initiées au Movongo, comme beaucoup reviennent, on verra si elles ont encore gardé les accords de certaines choses que tu les as apprises. Elles ont beaucoup gardé, elles ont beaucoup gardé. Ok, d'accord. Dans la sagesse de nos ancêtres, rien n'est hasard, surtout par la naissance d'un enfant. Ce que certains appellent anormal, d'autres l'appellent mystère divin. Nos mères, nos matriarches,
savait écouter au-delà des apparences. Elle ne jugeait pas l'enfant par son corps, mais par l'esprit que cet enfant portait. Aujourd'hui, alors que la modernité nous pousse à rejeter ou à cacher ce que nous ne comprenons pas, il est temps de réapprendre à voir avec les yeux de l'âme, comme le faisaient nos mères et les mères d'hier. Merci à Nangonjoy pour ses lumières, et à vous qui regardez, souvenez-vous, parfois l'enfant que vous craignez et que vous rejetez est celui-là qui peut sauver toute une lignée. Merci infiniment à vous, madame, monsieur, et à très bientôt pour une nouvelle émission de votre Sagesse Kamite, voilà, toujours sur les antennes de Kemet Télévision. 3 fois au TEP, Menke, Misoma, et je réponds également à votre place. À très bientôt. À très bientôt.